Ces gens-là, ils sont dans leur projet de conquête du pouvoir donc depuis ce temps-là. Donc Simba, il a de l'argent, donc ça pourra aider éventuellement, mais il a surtout un moyen qui leur permet de faire entrer leur argent pour contourner notamment les changements des billets, tout ce qu'il y a pu avoir entre-temps, mais surtout d'avoir un trésor leur permettant au moment venu d'agir. Mais aussi un autre levier qui est le levier du chantage. On détient des vidéos sur des gens, le cas échéant, on pourra mettre au pas en leur disant, bon, allez, tu vas faire ce qu'on te dit, si tu fais pas ce qu'on te dit, eh ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver, toi et ta vie, exposés sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ce que tu veux ou tu préfères nous écouter? Donc, je pense que le choix, il est vite fait quand on a un cas comme ça. On écoute en tremblant. Donc, voilà l'histoire des caméras, des 257 caméras, la preuve. Vous savez que quand il a été question de fermer la chaîne de télé, quand il a fermé, il n'avait pas envisagé un seul instant qu'on puisse faire de la résistance. Il s'est dit, bon, ces gens-là, je vais les mettre au pas, je vais les mater. Et en les matant, eh ben, ils vont abandonner, j'aurai gagné, le FEMAN aura triomphé. D'ailleurs, celui qui est leur chef de file, celui qui est leur leader, ce Palmer, je reprends des calomnies sur lui, hein, aidé par les gens d'en haut, parce que je vous le redis, s'il ne se serait jamais attaqué à moi, je vous dis bien, jamais attaqué à moi, j'ai une pile d'échanges avec lui, de correspondances, dans lesquelles il me demande de l'aider en le faisant identifier par nos gens de Yaoundé comme étant mon petit. Alors vous pensez que ce type-là aurait pu s'attaquer à moi au Cameroun, pays dont il avait besoin, dont il a sollicité ma protection auprès de ces gens-là? Non. Pour qu'il le fasse, c'est que ces gens lui ont dit, mais vas-y, tu me permets de régler un deuxième problème, parce que ce mec qui nous embête, il fait partie des gens qui pourront l'ouvrir demain quand on sera en train de réussir notre prise de contrôle du Cameroun. Donc il ne nous faut pas des gens comme ça, qui ne sont pas sous notre contrôle. Donc on va profiter pour le tuer socialement une fois pour toutes, de telle sorte que, quoi qu'ils disent par la suite, que sa parole ne vale plus un seul clou. Voyez un peu la construction, d'où la campagne de sabotage mise en place et tout. Et Émile Sim s'est vanté. Les gens disent oui, pourquoi il accuse le secrétaire général? Mais Émile Sim s'est vanté lui-même. Il s'est vanté pas que au niveau du Cameroun, mais même au niveau des partenaires russes. Il leur a dit qu'il a la bénédiction des autorités de Yaoundé. Mais c'est qui ces autorités? En tout cas, ceux qui sont identifiés comme ses amis, ce n'est pas le cabinet civil de la présidence de la République, avec lequel il n'a pas spécialement d'acquaintance. Et je le dis, je ne les dédouane pas, ce ne sont pas spécialement mes amis. Mais c'est la bande à Ferdinand, qui ont de tous les temps été toujours ses amis. Donc il s'en est vanté auprès des Russes. Oui, je vais l'attaquer, ne vous en faites pas, j'ai la bénédiction du sommet de l'État au Cameroun. Le sommet de l'État pour Simp, c'est Ferdinand Ngongo, dont il m'a dit un jour d'ailleurs, et je lui avais dit à l'époque, fais très attention mon jeune frère, je pense que tu es en train de te tromper d'analyse complètement. Donc il m'avait dit à l'époque, il est en train de tout faire pour que ces derniers lui permettent de revenir au Cameroun. Donc il a passé un deal, parce qu'ils vont mettre la main sur le pouvoir, et donc ce sera tranquille pour eux. Et je lui avais dit à l'époque, je pense que tu te trompes d'analyse, parce que je ne vois pas d'avenir au Cameroun dans la continuité. Or, tous ces gens dont tu me parles sont des gens qui s'inscrivent dans un schéma de continuité. Vous savez, il y a une personne qui a passé un pacte avec les égrégores du Cameroun. Une seule personne qui tiendra toujours en respect le reste des Camerounais. Au-delà, en dehors de tous les autres rituels que nous connaissons, qui ont été faits. Voilà. Pauvre Aude de la Sinec, tous ces autres rituels qui ont été faits pour maintenir les Camerounais en état de lobotomisation avancée, au-delà de ça, il y a une personne qui a passé un pacte avec tous les égrégores du Cameroun. Il est parti de contrée en contrée, de terroir en terroir, et partout on lui a dit, ok, nous on te donne tout le pouvoir. Donc cette personne, tant qu'elle est là, à la limite, et qu'on est un peu initié, qu'on comprend, c'est des choses de l'invisible, et qu'on a une petite culture ésotérique, on comprend qu'il n'y a pas de combat à mener. Là, le combat à mener, c'est le combat de la suite. Voilà. Et la suite, malheureusement, elle est envisagée par des gens que lui, il a élevés. Des gens que le vieux a sortis de nulle part. Il a décidé de faire
des ministres, des hauts responsables de la République, sans qu'ils n'aient le niveau. Et quand je dis ça, je ne fais insulte à personne. Je dis des réalités. Vous savez, dans notre pays, si vous devez être nommé demain, on va vous dire, oh, on a demandé des enquêtes de moralité, on a mobilisé la DGS, la DGRE, on a mobilisé tel service, et les services officieux du vieux. Parce que le vieux n'a pas que tout ce qui est, toute la batterie de services officiels qu'on connaît. Il a ces gens, hein. Parfois vous êtes assis chez vous, un qui passe, oh, je suis tombé en panne, je peux m'asseoir là 2 minutes, et puis la personne vient et vous parle, et vous parle, et vous parlez, vous ne savez pas que c'est un envoyé. Hein, ça, c'est la chose de formidable qu'il a réussi, le vieux, c'est de créer en réalité une constellation d'informations qui fait que quand j'entends les gens dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, qu'on le trompe et tout, moi je rigole. Je dis, mais alors c'est le plus grand embobineur qui puisse exister, de réussir à faire croire aux Camerounais que lui n'est pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Et quelqu'un qui a construit toute sa carrière autour du renseignement. Je vous signale qu'il a été pendant 8 ans à la fois secrétaire général de la présidence de la République et directeur du cabinet. Ça veut dire quoi? Toutes les notes de renseignement du pays convergeaient vers lui, avant qu'il ne soit président. Donc c'est quelqu'un qui a au moins 50 ans de connaissances, d'archives, et quand on connaît son fonctionnement, parce que quand vous avez affaire au président Biya, il y a une chose qu'il fait toujours. C'est l'un des rares chefs d'État, je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme ça dans le monde, qui entretient lui-même ses propres fiches. Donc votre nom va arriver une fois dans son oreille, Morgan Palmer, d'accord, il va faire ses notes très très fort en rédaction administrative, synthétique. C'est la génération la plus brillante qui puisse exister. Tous ces gens qui sont passés par le séminaire d'Aconor, le séminaire des DEA et tout, ils sont des génies dans la matière de rédaction administrative. Ils peuvent vous synthétiser toute une page comme ça en 3-4 lignes. Donc c'est le seul président que je connais dans le monde qui entretient lui-même ses propres fiches. C'est-à-dire il va demander, il va entendre parler de vous, à ce Morgan Palmer, on parle de lui comment, il va faire sa propre note, il va classer dans ses armoires. Et le jour où votre nom revient dans sa tête, il fouille dans ses armoires, il ressort, il se dit, ah mais qu'est-ce qui avait été dit sur lui, qu'est-ce que j'avais noté, il y a ça et tout. Et est-ce que ça colle avec ça, il rajoute quelque chose. C'est quelqu'un de très très méthodique, ce type-là. Donc quand on entend les Camerounais dire, oh non, le vieux n'est pas au courant, on le trompe et tout, je rigole. Je dis, mais c'est le plus gros coup, la plus grosse arnaque, puisque c'est le mot qui est à la mode aujourd'hui, qui puisse exister dans l'histoire de notre pays. Que le président fasse croire aux gens, que le vieux fasse croire aux gens qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Mais comment on tient un pouvoir pendant 40 ans en n'ayant pas l'information, sachant que l'information c'est le pouvoir? Vous pensez réellement que tous ces gens-là, tous ces cités du bocal qui sont autour du vieux, ils n'auraient pas déjà mis la main sur le pouvoir si ce dernier n'avait pas accès à l'information stratégique? Non, je crois qu'on est dans de la ruse politique. Et ça a été bien fait, hein, d'ailleurs. Je vous conseille d'être aussi comme ça dans la vie. Il ne faut pas toujours montrer l'étendue de votre information. Ça vous rend redoutable parce qu'on ne sait pas jusqu'où vous pouvez aller. Donc, ces gens sont dans ce projet de conquête du pouvoir. Je vous ai dit quels sont les moyens qu'ils ont utilisés. Et ils ont aujourd'hui un allié, c'est la connexion de Tel Aviv. Et à cette connexion de Tel Aviv, j'ai envie d'envoyer un message. J'ai connu, il y a longtemps, le vieux Meyer, qui fut le premier, le pionnier d'Israël dans les arcanes sécuritaires camerounais, recommandé par le père Mobutu, à l'époque, qui était très proche du président Biya, qui a été d'ailleurs son inspirateur sur plusieurs plans. On ne rentrera pas dans les détails. Mais en tout cas, l'arrivée du père Meyer, donc le pionnier des Israéliens au Cameroun, s'est effacé sous la férule de Mobutu. Et ce dernier, que j'ai eu la chance de connaître ou de croiser, plutôt il y a longtemps, il avait une espèce de mantra. Sa mantra, c'était de dire, non, il faut éviter l'ingérence. Et je pense que ça lui a été heureux, puisqu'il est resté longtemps dans des affaires. Ils n'ont pas occupé tout un étage de la SNI depuis toutes ces années parce que c'était quelqu'un de léger. Non, c'était plutôt quelqu'un de sérieux
Et de toutes les façons, son parcours personnel pouvait l'attester. Donc, j'ai envie de passer un message. Parce qu'aujourd'hui, Ferdinand, il le dit, hein, à qui veut l'entendre, en tout cas, quand il est en petit comité, hein, parce qu'il n'est pas complètement bête, le Ferdinand. Quand il est en petit comité, il se répand sur ce soutien qu'il aurait. Vous n'êtes pas venu au Cameroun pour ça. Vous êtes venu au Cameroun parce qu'une mission sécuritaire vous a été affectée face à un vieux qui ne voulait pas avoir tous ses œufs dans un seul panier. Hein, dans la période de l'après-coup d'État, c'était important pour lui de diversifier les membres de sa sécurité, d'où l'entrée d'Israël sous les recommandations du père Mobutu et l'arrivée au Cameroun du vieux Meyer, qui était un homme sage. Je redis ça. Il aimait pas, il disait il faut pas être un gérant. Donc il faut savoir rester à sa place. Et donc là, en l'occurrence, je tiens à leur passer un message aujourd'hui. Parce que parfois, il vous arrive de faire du mal à quelqu'un alors que c'est votre sang. Et quand vous vous en rendez compte par la suite, vous commencez à pleurer, à vous tortiller, à vous dire mais si j'avais su. Donc on n'a pas besoin de ça. Ne vous mêlez pas de l'histoire du Cameroun. Faites votre rôle. Vous avez une seule personne à qui vous devez de la loyauté. Cette personne s'appelle Paul Biya. C'est lui qui vous a introduit au Cameroun. Et pas quelqu'un d'autre. Donc tous les autres en papaouteur de la bande à Ferdinand qui vous raconte des histoires et tout, vous mettent en danger pour rien. Moi j'ai connu le colonel Sirvan, quelqu'un de brillant, mais qui a parfois péché par manque de prudence, excès de confiance. Ça ne marche pas comme ça au Cameroun. Ça ne marche pas de cette manière au Cameroun. Donc, s'il vous plaît, chers frères de Jérusalem, qui êtes venus, et quand je le dis, moi je n'aime pas parler sans citer, je m'adresse à Eran Moss, qui est le patron du BIR aujourd'hui. Je voudrais qu'il comprenne une chose. Moi, j'ai rien contre des gens comme lui arrivés au Cameroun. Aujourd'hui, il y a plusieurs décennies en arrière. Beau parcours d'entrepreneur. Moi, je suis respectueux des gens qui entreprennent, qui font des choses. De toute façon, il n'a rien pris aux Camerounais. Il n'a empêché aucun Camerounais de faire tout ce qu'il fait pour s'en sortir. Donc, moi, je suis plutôt admiratif. En plus, c'est notre beau-fils. Il a pris notre fille avec qui il est. Ça, c'est remarquable. Je veux pas qu'il rentre dans les embrouilles à la camerounaise, là, les embrouilles à la mort moelle. Je redis que ce pays-là est le fruit d'un legs, le legs de nos ancêtres. Je pense que Ahidjo n'était pas bête quand il a laissé tous ses frères du Nord pour venir prendre un mec du Sud avec qui n'avait rien à voir, qui ne connaissait ni l'Adam ni d'Ève, juste parce que les hasards de la vie, proximité administrative, et donc le jour où il part, il s'est dit, bah, à qui je laisse? Il laisse ça à Biya. Ahidjo, il n'était pas bête de faire ça. Il aurait pu donner à un de ses frères. Et aussi, les partisans d'Ahidjo, tout ce peuple du Nord, qui est le vivier d'ailleurs électoral du parti au pouvoir, ces gens-là, ils sont restés loyaux. Hein. Ils ont écouté la dernière recommandation de leur frère, qui était de leur dire, soyez loyal à ce type-là, c'est à lui que je passe les choses. Donc on ne peut pas être dans des schémas successoraux de cette manière-là, qui obéissent quand même à un certain respect. Parce que les Njoya aussi, la famille Njoya, hein, il n'y a pas au Cameroun des gens qui soient plus méritants qu'eux. C'est-à-dire que s'il fallait dire, ok, on a construit l'entité Cameroun, à qui on doit en confier les rênes? C'est naturellement la plus vieille famille régnante camerounaise, c'est les Njoya. Plus de 700 ans, je crois que c'est la plus vieille monarchie d'Afrique après le royaume chérifin, donc après le Maroc, c'est eux. Donc s'il faut construire l'entité Cameroun, ils auraient pu dire, mais non, ça doit être forcément être quelqu'un de chez nous, ils l'ont pas fait. On a laissé que ce soit Ahidjo, puisqu'il ne parvenait pas à s'accorder en famille. Après Ahidjo a passé à Paul Biya. Et donc on n'ira pas dans des schémas un peu bricolés comme ce que j'essaie de vous voir faire là. Donc vraiment, mes chers frères de Jérusalem, continuez à faire des affaires. Vous aurez toujours votre place au Cameroun, parce que nous avons beaucoup à apprendre de votre pays. Moi, j'ai toujours été très bien avec cette communauté, que ce soit des ambassadeurs qui se sont succédés au Cameroun, que ce soit à Paris et même à Tel Aviv. Très bien avec cette communauté, on a beaucoup à apprendre d'un pays comme celui-là, qui a développé une agriculture de qualité dans un terrain qui était assez hostile, dans un environnement qui était hostile. Donc vous aurez toujours votre place au Cameroun, mais ne vous mêlez pas
de ces choses-là. Ne vous mêlez pas. Aujourd'hui, je vais vous dire, Ferdinand, son réseau, c'est lequel? Son réseau, c'est la gendarmerie nationale qu'il contrôle. J'en parlais, je ne sais pas avec qui hier, dont il dirige parfois même des interrogatoires. C'est assez curieux, ça, comme procédé. On est dans un pays où un secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun fait arrêter les gens, déçus lui-même de coller des motifs. L'un des motifs qu'ils aiment, c'est je sais pas quoi, l'insurrection qu'ils aiment bien mettre, et puis dirige même certains interrogatoires à distance. D'où la promotion du colonel Elundu, parce que l'histoire de la DGRE, ça leur est toujours resté en travers la gorge. Comment faire pour contrôler ce dernier service sacré de l'État pour avoir finalement tous les éléments du puzzle réunis afin de pouvoir faire ce qu'on veut. Et donc là, ils ont eu une occasion, donc en faisant la promotion du colonel Mesma Elundu, hein, donc qui n'est pas nommé là-bas par hasard, hein, il est nommé là-bas pour que la DGRE devienne une extension de la gendarmerie nationale qui aujourd'hui est aux mains de cette mafia-là, de cette mafia qui est appelée la pieuvre au Cameroun. Donc aujourd'hui, l'autre corps qu'on est en train d'assimiler à ça, moi je vous le dis, je n'ai pas des informations du quartier, je vous donne des informations de première main, c'est le BIR et c'est la connexion avec nos frères de Tel Aviv à qui je déconseille de rentrer dans ce truc-là parce que ça va s'achever très très mal. Aujourd'hui, il n'y a pas deux schémas au Cameroun. Il y a un seul schéma. D'accord? Si le vieux est complètement largué par la situation, il ne peut plus, c'est normal. Il a un âge assez avancé. Je crois qu'il aurait mieux préparé les choses que de faire de la politique politicienne durant toute une carrière. Parce que quand on étudie son libéralisme communautaire, on le met en parallèle avec la pratique du pouvoir qu'il a eu durant toutes ces années, eh bien, on a comme l'impression qu'il y a un hiatus entre ce qui a été la vision et ce qui a été l'application réelle de la politique. Donc aujourd'hui, si le personnage est largué, et qu'il ne parvient pas à mettre d'accord ou alors à identifier un profil de qualité autour de lui, à promouvoir, d'ailleurs moi je n'y crois pas, hein. Je crois à aucun de ces profils. Je connais des gens de très très haute qualité qui sont autour de lui et qui ne sont pas forcément des gens visibles, hein, qui sont là, jouant des petits rôles, qui même en termes de loyauté vis-à-vis du Cameroun, parce que l'idée c'est pas que d'être loyal vis-à-vis d'un personnage. Vous n'êtes pas commandant ou colonel de Ferdinand Ngonga, vous êtes commandant de l'État du Cameroun. Donc pour moi, loyauté aux hommes, oui c'est bien, mais surtout loyauté à un pays. Les gens qui commencent à travailler pour satisfaire des clans et tout, c'est des gens qui sont pour moi disqualifiés dans la marche pour la suite. Donc, s'il vous plaît, mes chers amis israéliens, faites le business. Faites ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi votre pionnier est arrivé au Cameroun et il a bien fait. Faites-le, ne vous mêlez pas de cette querelle camerounaise parce qu'elle finira très très mal. Ça, je peux vous le dire. Moi, je ne vois pas un Cameroun, pour être tout à fait honnête avec vous, tout le monde est aujourd'hui focus sur 2025, il y aura des élections, il faut vous inscrire sur les listes. Mais quelle liste électorale? Quelle liste électorale? De quelle liste électorale on parle? Vous pensez que l'histoire de l'alternance au pouvoir au Cameroun va se gérer de cette manière? Ça, elle ne peut en aucun cas se gérer de cette manière. Pourquoi? Parce que nous avons des gens violents qui ont ramené la culture de la violence au Cameroun, qui ont réussi à faire d'un pays de droit jadis à un narco-État, un État mafieux complètement. Il n'y a plus d'État de droit au Cameroun. Et celui qui peut me démentir, celui qui peut dire que je raconte des histoires, eh bien, qu'il vienne, qu'il lève la main. Pour moi, il n'y a plus d'État de droit au Cameroun. Nous sommes dans un État mafieux où les plus forts font la loi, où ceux qui ont de l'argent volé s'en servent pour acheter qui ils veulent et décider des assassinats des uns et des autres. Donc moi, je ne vois pas du tout un schéma d'alternance pacifique au Cameroun. Ça ne peut pas. Il faut simplement aujourd'hui que des gens, en tout cas nous en avons identifié certains, aient le courage, parce que je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on vous couche tous? Il faut qu'on sache. Dites-nous la vérité. Mais un homme qui en a deux, une sacrée paire de couilles, doit pouvoir quand même se dire à un moment donné, mais non, nous travaillons pour un pays, quoi. Et tous ces gens-là, c'est des gens qui sont de passage. Mais rappelez-vous l'histoire de notre pays.
Qui est en prison aujourd'hui au Cameroun? C'est des gens hier qui excellaient dans la mise au pas des autres, qui obligeaient le passage à certains, le passage à tabac pour avoir des petites promotions. Alors quand vous vous regardez dans la glace aujourd'hui, après avoir été malmené par des gens comme ça que le destin a décidé d'arrêter du jour au lendemain, est-ce que vous avez la capacité de soutenir votre regard dans la glace? Vous n'avez pas la capacité de soutenir. Donc, alors, transposer juste les situations. Donc vous avez des gens qui sont là aujourd'hui, qui vous donnent l'impression d'être des gens, des alphas et oméga, des mâles dominants, ultra dominants. Mais non, ça ne se passe pas de cette manière. Ça ne marchera pas comme ça. Donc il va falloir, à un moment donné, dans notre pays, qu'un point soit frappé sur la table. De toutes les façons, pour moi, il n'y a pas eu de démocratie, c'est des conneries. Tout ce qui est raconté là-bas. Parce que démocratie avec un système qui est vicié du début jusqu'à la fin. Parce que c'est qui les opposants au Cameroun? Vous pouvez m'en citer? Le vieux, il a été habile, il a fait ce qu'il sait faire, la politique. Hein, en nous fabriquant des gens qui sont arrivés là et qui, pendant des années, des décennies, ont brisé toute dynamique unitaire de l'opposition. Parce qu'ils étaient payés, parce qu'ils avaient des avantages. Quand ils étaient malades, ils étaient évacués. Leurs femmes et enfants aussi. D'ailleurs, pour sceller les pactes, des mariages ont été organisés entre enfants. Est-ce que les Camerounais sont au courant de ça? Des gens qu'on nous brandissait comme étant des figures de l'opposition camerounaise. Est-ce que les Camerounais savent tout ça? À mon avis, non. À mon avis, les Camerounais ne savent pas tout ça. Donc, quelle alternance envisager dans le schéma? Est-ce qu'on peut considérer que le Cameroun est un pays en paix? Pas du tout. Pour qu'on soit un pays en paix, il faut qu'on soit dans un état de droit. Qu'on soit dans un état où le destin des populations ne dépend pas entièrement du pouvoir politique. Qui ait une réelle liberté d'expression. Mais on continue à arrêter des gens parce qu'ils disent des choses au Cameroun. Hein? Je voulais qu'on parle d'un mot de notre frère Martinez Zogo, puisqu'on évoque cette question de la liberté d'expression. Donc, super transition. Pourquoi Martinez Zogo a été tué? Il n'a pas été tué parce que lui-même était auparavant l'auteur d'une mort, d'un assassinat. Il a été tué parce qu'il s'est exprimé. Il a dit des choses. On pouvait répondre à Martinez aussi en disant d'autres choses, en disant le contraire. Et même en l'insultant, simplement, comme certains le font quand je m'exprime là, les mécontents, ou alors cette jeunesse instrumentalisée qui est payée quelques billets d'euros pour essayer de venir mettre la crasse sur moi, en me disant, oui, regardez ce va-nu-pied. Ben, attendez, c'est quelle crédibilité? Vous traitez un mec qui porte des berlutis de va-nu-pied, mais ça n'a aucune crédibilité, les mecs. Donc, trouvez autre chose. Donc, pour revenir au cas Martinez, on aurait pu lui répondre avec de la bouche, lui apporter les mêmes arguments, mais on a préféré le tuer. Mais moi, dans la mort de Martinez, je ne retiens pas que la mort. Je vais vous dire pourquoi je ne retiens pas que le fait qu'on l'a assassiné. Moi, je retiens le deuxième message. Il y a un deuxième message qui est passé dessus. C'est le message d'arrogance des gens qui dirigent le Cameroun aujourd'hui. Ils ont tenu à bien faire entrer dans la tête de tous les Camerounais qui seraient tentés par l'idée de contester ou bien de se mettre en travers d'un schéma de prise de pouvoir planifié, que voilà comment vous allez finir. Vous avez vu ce type-là, abattu comme une bête sauvage. On lui a introduit des objets dans le corps. Il y avait besoin de faire ça? Quelle était l'utilité de faire ça? Sauf à vouloir passer un message clair, un message traumatisant. La preuve, au lendemain de la découverte de son corps, c'est un traumatisme général qui a frappé le Cameroun. Oui, je vous parlais de psychose ici, je n'invente rien. J'ai tellement de gens qui m'ont appelé me disant non, ne parle pas de cette affaire de Martinez parce que c'est le premier meurtre, mais il va en appeler d'autres. Donc, il y avait un deuxième message derrière cet assassinat. On n'a pas juste fermé la bouche à quelqu'un qui avait les capacités de s'exprimer, mais on a aussi tenu à passer un message violent aux autres Camerounais. Vous voyez notre capacité de cruauté? Vous voyez ce qu'on va vous faire? On va vous faire manger votre propre merde après vous avoir coupé la langue. Voilà comment vous allez mourir. Ça, c'est le message que les Camerounais doivent retenir de l'assassinat de Martinez Zogo, parce que c'est en réalité la communication que ces gens ont voulu faire en se comportant avec autant de brutalité et de barbarie. Est-ce qu'un tel pays peut être considéré comme un pays en paix? Il n'a pas de parents, Martinez?
Il n'a pas été porté 9 mois par une femme. Il n'a pas d'enfant. Est-ce qu'on a pensé à ça? Non. Parce que, au sommet, vous n'avez pas des gens qui sont habités par l'empathie. Vous avez des gens méchants. Essentiellement méchants. On a créé une république de satanistes. Des gens qui se repaissent de la souffrance des peuples. Ils sont capables de dire du jour au lendemain, allez, bah, vous allez rester dans l'obscurité. De toute façon, moi j'ai un groupe électrogène chez moi. Parlons de cette histoire d'électricité. J'arrive au Cameroun en 2018. Quelle est la rengaine générale? Oh, nous sommes en train d'aller vers l'autonomisation énergétique. Ah bon? Qu'est-ce qui est fait? Mais non, on a un vaste projet qui englobe la construction d'un barrage de retenue à Lompangar, qui englobe aussi la construction d'un barrage de production d'énergie à Mainveleux, 215 mégawatts. Vous allez voir, c'est du lourd et c'est du sérieux. Moi, j'ai voyagé. Vous savez, la quasi-totalité de choses dont je vous parlerai, toutes les fois que je prendrai l'initiative de communiquer, la plupart des choses dont je vous parlerai sont des choses que j'ai vécues. Parce que je n'ai pas l'air comme ça, mais je sais beaucoup de choses. Pas qu'au niveau du Cameroun, au niveau du monde. C'est juste un choix qui a été le mien de ne pas m'exprimer. Parce que dans les mondes qu'on côtoie, c'est des mondes où on ne parle pas. On entend beaucoup de choses, on en garde, on parle très peu. Mais dans le cadre du Cameroun aujourd'hui, nous avons le devoir de parler. Si nous ne parlons pas, nous serons complices du pays délabré qu'on va laisser aux générations d'après. C'est aussi simple que ça. Donc on me dit, voilà, ça va être du lourd. Je suis allé visiter le barrage de Lompangar, effectivement, très belle œuvre. Les Chinois, ils ont fait fort. Ils ont bien bossé. Donc ce barrage avec pour vocation de retenir les eaux de la Sanaga en amont pour permettre quoi? Pour permettre que quand il y a des décrues, donc quand en période des saisons sèches et tout, quand les eaux de la Sanaga baissent, et ben, qu'on puisse lâcher le flot d'eau pour continuer à faire tourner les turbines. Donc, ok, très belle œuvre. Je suis allé à Mainveleux au sud. J'ai visité le barrage de Mainveleux, 4 turbines à la base, mais que 2 qui marchaient. Pourquoi 2 marchent? Eh bien, il y a eu un vice de fabrication dans le gros œuvre, faisant que si on fait fonctionner les 4 turbines en même moment, le barrage va s'écrouler. Vous savez combien a coûté ce barrage? Plus de 400 milliards de francs CFA. Plus cher pour 215 mégawatts que le barrage de Soubré, qui a une production supérieure et qui a été construit déjà en moins d'années. Donc, ok. Donc, on a dit aux Camerounais, vous aurez un barrage qui va régler le problème d'électricité, il n'y aura plus de délestage au Cameroun. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? On a un barrage qui produit un tiers de l'électricité et de l'électricité qui était prévue à la base. Y a-t-il eu une communication sur cette question? Jamais. On n'a jamais dit aux Camerounais, bon, finalement, on s'est trompé. On n'a jamais justifié qu'on ait sorti plus de 400 milliards pour un barrage qui produit finalement à son grand maximum 80 mégawatts d'électricité, en lieu et place des 215 mégawatts qui étaient prévus à l'origine. Donc, ces gens, c'est des gens qui s'en foutent. Et vous n'avez pas d'autre moyen de les gérer, hein, et retenez bien ce que je vous dis, vous n'avez pas d'autre moyen de gérer ces gens que de les pousser à la porte. Ils sont habitués à quoi? À boire du champagne, à vous entendre faire des directs. En rigolant, oh putain, mais vous entendez Zogo. Et donc, ça rigole, ça boit du champagne. Oh, vous avez entendu Chouta, ça rigole, ça boit du champagne, parce qu'ils savent que, allez, cette jeunesse-là, c'est des couilles molles, de toutes les façons, on les tient. De temps en temps, quand ils aboient un peu trop, on leur jette des petits billets à Paris, et tout, et puis bon, dès que chacun a reçu un petit billet, c'est à qui sera le plus zélé, hein. C'est eux qui appellent à Massa, Morgan Palmer, que je l'insulte bien et tout, oui, allez, vas-y, et ces gens rigolent. Mais vous pensez que sans solidarité de corps, ces gens auraient pu régner pendant toutes ces années? Des mecs qui sont très solidaires, hein. Vous voyez bien, vous avez président de la République, le président Biya, vous avez président du Sénat, Niad Fendi, les gens de la même génération, vous avez président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Djibril, c'est des gens de la même génération. Ils ont cheminé ensemble toute leur carrière politique, tout leur parcours politique. Et ils vont, dans le projet, partir ensemble.
Donc pendant que ces gens sont unis, qu'est-ce qui se passe au niveau de la jeunesse camerounaise? Ce qui se passe au niveau de la jeunesse camerounaise, c'est qu'elle passe le temps à se foutre sur la gueule, à s'insulter, et sans savoir qu'elle joue le jeu de ces gens-là, parce que c'est eux qui décident à la fin, et ils savent qu'il n'y a rien en face. Donc comme il n'y a rien en face, on peut faire ce qu'on veut. Donc il faut foutre un coup de pied au cul de ces gens pour qu'ils partent tous. Cela dit, j'ai toujours été pour l'idée que si on doit refonder le Cameroun, il va falloir qu'on soit dans une approche inclusive. Approche inclusive et non exclusive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir sur l'idée que, allez, on va en chasser quelques-uns, parce que même dans le RDPC, je vous dis, pour connaître profondément ce système, on a beaucoup de gens brillants. Ah, je vous le dis, hein, et des gens qui sont attristés de la situation dans laquelle le pays est aujourd'hui. Pourtant, ils font partie du système, mais ils sont pas une masse critique de gens qui peuvent infléchir les choses. Et cette masse critique aurait pu venir des voix contestatrices de l'extérieur, se heurte au problème d'organisation. Il n'y a pas d'organisation, c'est chacun qui va de son petit côté, c'est chacun qui est instrumentalisé, c'est chacun qui insulte l'autre, donc du coup c'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense que nous avons atteint aujourd'hui la cote d'alerte. Vous savez, toutes les libérations commencent par la libération de la parole. On n'a jamais eu autant de contestations dans l'histoire de notre pays aujourd'hui, tant de libération de la parole que ce qu'on peut observer ces derniers temps-ci. En général, il est toujours le prélude à une autre forme de violence. Hein, vous voyez, on commence toujours par s'insulter, après derrière l'insulte, on met une gifle, et voilà. Donc c'est ce qui va se passer au Cameroun. On est dans la situation de quoi? Je vais vous dire. On est dans la situation d'une fille qui a été envoûtée. Donc les Camerounais ont été envoûtés pendant toutes ces années. Je vous parlais tout à l'heure de la SINEC, beaucoup d'autres rituels qui ont été mis en place. Ils ont été envoûtés, et puis du jour au lendemain, le filtre d'amour ne fonctionne plus. Donc il y a un réveil. Le voile qui était là, qui faisait qu'on était aveugle, qu'on voyait tout beau, on n'osait rien dire, ce voile s'est déchiré. Et on ne pourra pas le recoudre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas 10 000 alternatives que de dire quoi? S'il y a un peu de responsabilité de la part des jouisseurs, le gros des jouisseurs qui sont aujourd'hui aux avant-postes au Cameroun, c'est de dire, il faut absolument qu'on aille vers la refondation. Et la refondation, c'est de dire quoi? C'est de dire que chacun doit venir armé de sa part d'humilité. La refondation ne veut pas dire venir en considérant que, bon, moi je m'appelle Ferdinand, et comme je suis Ferdinand, Biya a fait de moi le secrétaire général à la présidence du Cameroun pendant 14 ans, et donc à ce titre, voilà, comme je suis resté, non, pendant 13 ans, pardon, et comme à ce titre je suis resté là pendant 13 ans, j'ai plus de droits qu'un autre Camerounais. T'as aucun droit, mon gars. Aucun. T'as quel droit? T'es plus brillant que qui? Personne. T'es ce qu'on appelle le fait du prince. Le fait du prince. La nomination, elle est discrétionnaire. Je prends mon boutiquier, parce que hier, il me rendait des services, il me chargeait mon pain avec beaucoup de chocolat. Le jour où j'arrive au pouvoir, je décide de faire de lui un ministre. Il devient ministre. Mais est-ce qu'il est meilleur que les autres Camerounais? Pas du tout. Pas du tout. Et donc, l'illusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est celle-là. Elle est que des gens qui n'ont pas plus que ça de valeur ajoutée se sont retrouvés à exister par des fonctions auxquelles ils ont eu accès, de manière, à mon avis, indue, ou alors de manière abusive. Parce que peut-être que le vieux leur a fait confiance en se disant, bon, je pourrais tirer quelque chose de ce jeune et tout, et que par la suite, à l'usage du pouvoir, ils n'ont tout simplement pas été à la hauteur. À grand pouvoir correspond à grande responsabilité. Le pouvoir n'est pas fait pour être mis dans les mains de n'importe qui. C'est pour ça que je repasse ce message, je leur dis, faites attention aux alliances que vous êtes en train de passer, parce que tout le monde n'est pas fait pour arriver au pouvoir. Tout le monde n'est pas fait pour arriver au pouvoir. Ça va être n'importe quoi. Et de toutes les façons, le Cameroun d'aujourd'hui n'est plus prêt à recevoir n'importe quoi. On a touché le fond, il faut rebondir. Et on va rebondir avec tous les gens de bonne volonté qui veulent travailler. Moi, je ne suis candidat à rien. Je ne suis candidat qu'à une chose, à voir que nos enfants, on leur montre une perspective qui va être une perspective réduisante pour eux, pour leur avenir. On ne peut pas, sauf à faire preuve de la plus grosse irresponsabilité, dire qu'on va laisser à nos enfants ce Cameroun que nous voyons là aujourd'hui. Ou parce que vous connaissez un procureur,
vous avez tort dans une affaire, du coup vous avez raison, quoi. Non, on peut pas le faire. Et je le disais, maintenant que nous avons acté la société d'ensauvagement, le Cameroun est devenu un pays d'ensauvagement, donc clairement, c'est même pas la peine. Quand vous avez un problème, n'allez même pas, perdez pas le temps à aller en justice. Ça va rien donner, sauf si vous avez un trésor de guerre qui vous permet d'aller acheter tout le monde, du procureur au greffier en passant par le juge, bref, d'acheter toute la chaîne de commandement. C'est pas la peine, n'y allez pas. Vous allez perdre votre temps. Si des gens comme nous ne sont pas capables de faire entendre justice quand on estime qu'on a été spolié, mais imaginez le personnel, le peuple lambda. Comment vous allez en sortir dans ça? Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est d'apprendre à se faire justice soi-même. Ah oui, sinon on vous mange comme des petits poissons, les gars. Comme des petits poissons. Donc, il y a quelque chose qui doit être très clair. Nous avons atteint la cote d'alerte. On est obligé d'aller vers des changements profonds de structure. Et pour ça, il faut débarrasser les uns et les autres de ce cancer qui a annihilé toute prise d'initiative en Afrique. Ce cancer s'appelle la peur. Oui, tout le monde a peur de mourir. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. Mais à quoi elle sert cette vie? Si ça doit être une vie d'errance, une vie d'une utilité, on n'est pas utile. On est content de voyager, d'aller dans le pays des gens. On est content de faire des photos à la place rouge, hein, devant la fameuse basilique Saint-Basile, la fameuse cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. On est content de faire des photos devant la Tour Eiffel. On est content d'aller sur la 5e avenue. Mais c'est le fruit du travail des gens. Les ancêtres de ces gens ont travaillé dur. Et puis le fruit de ce travail traverse des générations et des générations. Qu'est-ce que nous, on aura construit pour les générations d'après? On va se rappeler de nous comment? En disant que oui, dans les années 2000, il y a un type qu'on appelait Ferdinand Ngongo. Vraiment, il a mis tous nos parents au pas. Mais bientôt, il va commencer à vous convoquer à tour de rôle. Venez, je vous couche. Homme comme femme, on s'en fout. Venez, je vous couche parce que c'est moi le plus fort en ce moment. Vous allez le faire. Vous allez accepter ça? Donc, qu'est-ce qu'on retiendra? Qu'est-ce que les générations d'après retiendront? Que en 2000, dans les années 2000, 90, 2000, il y a eu une génération de poltrons qui avaient tous peur de mourir, tous peur de voir leurs enfants grandir et tout, et qui n'ont rien fait, qui ont laissé le bordel. Mais si nous faisons hériter ça aux générations d'après, vous pensez que c'est elles qui vont faire quoi? Puisqu'elles seront le produit de nos gènes, des gènes de peureux, de poltrons qui ne peuvent rien faire et qui sont là, qui attendent qu'il y ait un changement divin. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut entreprendre. Et il faut aujourd'hui occuper le discours public de manière utile. Utile. La question n'est pas que d'ordre politique, elle est d'ordre économique. C'est vrai que chez nous, tout est gangréné. Prenez un gars de la diaspora qui va investir au Cameroun. Le jour où il met ses pieds au Cameroun, il ne sait pas qu'il est déjà identifié par un système qui a mis en place un mécanisme pour que aucune de ce type d'activité ne prospère. Il ne le sait pas. Donc il va aller dans une banque prendre un crédit ou dans une banque pour faire ses transactions financières. S'il veut prendre un crédit, on va dire il faut nous produire le dossier de votre projet. Il va amener le dossier de son projet sans savoir qu'il est en train de se vendre lui-même. Il va donner le projet, ça va se retrouver dans les services et puis on va dire ah d'accord, donc il a ses idées, il veut faire ça, d'accord. Et vous ne ferez jamais rien. On va vous mettre dans un cirque où on vous balade d'administration en administration avec des connivences. Ils savent déjà, ah, il veut faire ça, d'accord, bon, il a de l'argent, oui, il a de l'argent, on va lui en prendre. Donc, allez dans telle administration, vous allez tomber sur un directeur de cabinet, non, il faut me donner ceci, mais il faut aussi la part du ministre. Si vous allez amener 500 millions, vous allez en dépenser 300 pour payer des gens qui ne vous produiront aucune solution. Jusqu'à ce qu'on sente que vous n'avez plus rien, et quand vous n'avez plus rien, eh bien, vous êtes contraint de faire quoi? De reprendre l'avion, de rentrer en France, traumatiser profondément, rembourser les crédits peut-être que vous avez pris là-bas avant de venir au Cameroun, et puis faire un mauvais retour d'expérience, dire « Oh, le pays il est dangereux, vraiment n'y allez pas ». Et au moment où vous tenez ce discours, vous ne savez pas, vous êtes en train de jouer le jeu d'une construction, c'est un schéma. C'est un schéma, les gars. Alors, il y a quelqu'un qui appelle, on va le prendre.
Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, je vous entends. Attendez, je vous mets en direct là. Oui, oui, allez-y. Bah, merci déjà de partager cette expérience avec nous autres. Mhm. C'est très, très courageux de votre part. Merci. Vous me paraissez vraiment sympathique. Vous me paraissez... mais il y a un truc qui m'embête et si on veut être franc avec les uns les autres, c'est important qu'on ait ces conversations. Difficult conversation, comme disent Mhm. les anglo-saxons. Vous avez parlé par rapport à M. Sim, vous avez parlé de, je sais pas, un appartement ou un truc, une accommodation à Bonapriso, je crois, voilà, ou avec 257 caméras, si je me souviens bien. Mhm. Je me rappelle dans l'une de vos interventions, vous avez su parler que cette même personne serait propriétaire de 200 hectares ou un truc de ce genre à Kribi. Mhm. Mais d'entrée de jeu, 200 hectares, je veux dire, vous demandez quand même, vous faites, je crois savoir, vous êtes juriste, vous demandez pas, mais alors ce monsieur-là, comment il a pu amasser un tel patrimoine, ça c'est dingue. Et de l'histoire des 257 caméras qui enregistreraient, pour vous citer les ébats des résidents, à quel moment est-ce que vous êtes au courant de ces pratiques? Ah, d'accord. Et voilà, ça c'est un volet de la question. De l'autre côté, vous avez dit que le président de la République serait informé de pratiquement tout ce qui se passe chez nous. Alors, est-ce à dire que d'une manière ou d'une autre, tout ce qui se passe serait qu'il acquiescerait à ce qui se passe là en ce moment? Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est à l'ultime le responsable de tout ce qui se passe? Ben, bien sûr qu'il est le responsable. Voilà. Bien sûr qu'il est le responsable. Oui. Oui, et pour finir, vous avez évoqué, je voulais pas citer la personne, vous avez parlé d'un monsieur qui avait été interpellé abusivement lors d'un passage par un aéroport. Je crois que vous avez parlé de mal, sans nécessairement donner des informations sur la personne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Merci, c'est des questions que j'avais à vous poser. Je dis, vous me paraissez très sympathique. Mais je voudrais vous accorder toute la crédibilité, mais il y a un côté de moi qui se dit, mais attendez, il nous parle de 2018, mais il était au courant de quoi à l'époque? Pourquoi c'est seulement maintenant? Alors pour mettre ça d'une autre manière, si votre venture par rapport à Global TV, si je me rappelle bien, n'avait pas tourné comme elle a tourné, est-ce que vous seriez là à nous décrire le système tel que vous nous le décrivez? Voilà les questions que je vais vous poser. Merci. D'avoir pris mon appel. Ok, c'est moi qui vous remercie. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? C'est quoi votre prénom? Appelez-moi Kléber. Kléber, d'accord, ok, Kléber. Ok, merci Kléber. Ok, je vais essayer de... Un truc qui me paraissait aussi... est-ce que vous pourriez considérer l'idée d'intervenir sur une page des compatriotes? Il y a des compatriotes qui ont quand même une audience relativement considérable. Je crois que votre message il est assez puissant et à mon avis il devrait parvenir à un maximum de compatriotes. Est-ce que vous seriez prêt à intervenir sur les pages des compatriotes? Je veux dire, on pourrait par exemple faire la promotion, qu'on dit par exemple tel jour M. Palmer va intervenir sur tel point. Je pense que ce que vous dites est assez grave. Beaucoup de Camerounais devraient être à l'écoute de ce que vous avez à dire, je pense. Donc voilà l'autre question que je vais vous poser. Ok, merci beaucoup, cher Kléber. Je vous réponds, hein, je vous garde pas en ligne et pour laisser la possibilité à d'autres personnes d'appeler si possible. D'accord? Ça marche. Ok, merci beaucoup, merci. Alors, c'est Kléber qui nous appelle de Londres. Moi, j'aime beaucoup les personnes spontanées, les personnes vraies. Je n'ai à aucun moment prétendu dans les différentes communications que je fais que je serais un saint et face à moi, donc un ange et face à moi des démons. Non, pas du tout. Nous avons chacun sa part de responsabilité dans le marasme que nous vivons. Alors, vous avez une préoccupation
depuis 2018, pas que depuis 2018. Moi, je suis dans l'action publique au Cameroun depuis bientôt 30 ans. Depuis bientôt 30 ans. Si vous avez suivi mes autres communications, vous comprendrez pourquoi. Donc, depuis bientôt 30 ans, je suis au courant des choses. Pourquoi je ne parle pas? Moi, je pense que c'est peut-être lié à une méconnaissance du personnage. Et on va faire un exercice très simple. Vous allez sur ma page Facebook, qui est mon principal canal de communication, et vous regardez de 2009, date à laquelle je suis affilié à ce réseau social, à aujourd'hui. Vous allez voir que tout ce que je vous dis là, je l'ai souvent dit là-bas. Peut-être avec des formules différentes, avec de notre type de rhétorique, mais je l'ai souvent dit, j'ai toujours décrié. Vous lisez. Vous allez voir, si vous lisez ce que j'ai écrit il y a 5 ans, 6, 7 ans, vous allez être frappé par le niveau d'actualité que cela peut avoir aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne suis pas l'homme d'un réseau ou d'un système, parce que je suis un électron libre. Ma conception de la vie est qu'on construit une trajectoire sur des valeurs. Et l'une de ces valeurs, c'est l'empathie. Moi, j'entends beaucoup les gens me faire ce procès. Oui, mais tu as été avec Baon là, tu as été avec tel. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, sauf si on est une société malade, et qu'il faut une thérapie de peuple à notre pays, on ne peut pas reprocher à des gens d'être dans l'empathie. On ne peut pas reprocher aux gens de tendre la main à ceux qui sont en difficulté. C'est mon cas. Maintenant, suis-je responsable de la manière dont un individu décide de manifester sa reconnaissance à mon endroit? S'il veut être ingrat, s'il veut mordre ma main, comme ça a été le cas de Sim, qu'est-ce que j'en sais, moi? Suis-je responsable? Donc, ça, c'est l'aspect, tout ce que je sais depuis 2000. Si vous lisez, je peux partir dans le pas, c'est une mine d'informations. Vraiment, prenez juste le temps, quand vous avez un peu de moment, prenez un peu de temps. Vous feuilletez, vous allez voir que c'est l'histoire, la même histoire que je vous raconte là, je la racontais déjà. 2018, allez savoir qu'est-ce que je disais sur l'élection de 2018, ça permettra de comprendre très rapidement. Maintenant, sur l'histoire des caméras. Mais je l'ai appris de manière malencontreuse. C'est-à-dire que le jour où on a des articles qui commencent à sortir, oh non, on détient des sextapes, j'avais déjà entendu parler d'un truc comme ça. J'ai d'ailleurs interrogé Amy Parfait-Sim sur la question, qui m'avait dit à l'époque, non, c'est faux, c'est des mensonges et tout, machin. Mais il a écrit lui-même, dans un de ses sites, je crois la SMAC Info ou Russe Afrique Info, il a écrit noir sur blanc. On a fait des captures d'écran, dans lesquelles il dit que les vidéos, qu'il détient des vidéos sur des gens filmés dans ce truc. Et moi, cette information m'a été confirmée par une haute personnalité de la sécurité au Cameroun, qui est un ami de Sim. D'ailleurs, c'est l'argument qu'ils utilisaient à l'époque. Comment j'aurais su ça alors que moi-même j'habitais là et que moi-même j'ai été parmi les personnes filmées? Vous pensez que je parlerais aujourd'hui si j'avais des choses à me reprocher? On a vu un hétérosexuel fort aux fesses qui vivant une vie normale et tout. Vous pouvez imaginer un seul instant que si ces gens avaient des choses de nature à pouvoir me créer le moindre petit souci, mais tout ça serait versé dehors. Quand on a vu la capacité de nuisance dont ils ont fait preuve, leur retenue, c'est être dû au fait qu'il n'y a rien de répréhensible. Donc, alors vous pensez quoi? Que moi, avec ma complicité, on me filmait matin, midi, soir. Je vous parle de 257 caméras dans un immeuble. Avant que je ne vienne là-bas, il y a des ministres qui ont habité dans cet appartement. Il y a des délégations officielles qui sont venues d'étrangers qui ont habité dans cet appartement. Donc vous ne pouvez pas... En fait, je pense que ce n'était pas le sens de votre démarche, mais c'est pour vous dire que tout ça a été révélé par même la propre folie du bonhomme. Tellement sûr de la pleine puissance, tellement sûr de détenir le pouvoir de contrôler tout le monde, il l'a dit, il a écrit noir et blanc lui-même. Et en dehors de qui il a écrit noir et blanc lui-même, il s'est répandu sur la question auprès de plusieurs personnes qui sont des témoins. Donc, je ne suis pas en train de sortir une affaire aujourd'hui que je connaissais. En d'autres termes, j'aurais dit, bon, allez, donc j'ai été complice qu'on fasse une captation d'images privées sur moi. Non, je ne peux pas être complice de ça. Donc, sur les deux préoccupations, je crois que c'était ça, les deux préoccupations, sur l'affaire des caméras, pourquoi on en a parlé maintenant, mais j'en parle au moment où je suis au courant de la chose. Tout comme, il y a un an à rebours, je n'étais pas du tout au courant des accointances qu'il y avait avec tel ou tel système. J'ai découvert ça. Moi, ce que je savais de Sim, c'est que c'est un pauvre gars qui est victime de la jalousie des Camerounais parce qu'il a essayé de faire un truc de bien. C'est ce qu'il m'a vendu.
Et la jalousie, c'était le reste du patronat qui n'admettent pas qu'un jeune soit en train de s'en sortir. La jalousie, c'était le réseau bancaire et qui lui a fermé tous ses comptes, empêchant qu'il paie les souscripteurs. La jalousie, c'était le réseau du franc CFA qui voyait une alternative, qui voyait en son l'IEP mal une alternative à leur monnaie. Donc moi, c'est l'information qui m'a été vendue. Vous imaginez pas un seul instant, après tout ce que je vous dis, que j'aurais pu imaginer simplement que j'ai affaire à du ramassis de ramolli de bulbes, à tout ce qu'il y a de plus détestable, à un grand criminel, et que je me serais associé à un grand criminel pour chercher quoi? Hein? Puisque je vous ai dit que je me suis retrouvé à injecter de l'argent pendant 1 an. Alors si la motivation elle était financière, ben j'aurais vite arrêté les frais. Non, 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 donc c'est un peu ça, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous et qu'on reste tout à fait dans un discours, comment dire, de sincérité avec vous. Maintenant, moi j'apprécie la démarche. Hein, c'est important dans la vie de parler le langage vrai, le langage de la vérité. Moi je serais à des années-lumière de penser que je suis un saint, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Non, je suis un être humain. J'ai ma part d'ombre et de lumière, même si la plupart du temps, comme pour les autres, je demande qu'on focalise sur la part lumineuse et qu'on laisse le côté ombragé dans l'ombre, tout simplement. Donc c'est un peu ça. Donc je vais prendre une autre préoccupation, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est Maître Ghislain, qui dit que pensez-vous de Michel Bissaï? Est-il impliqué dans cet espionnage? Mais bien sûr que Michel Bissaï est impliqué dans cet espionnage. Michel Bissaï, c'est la petite main, hein, c'est